Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces webinaires intitulés Plan national covoiturage et action des régions, quelle articulation? Je suis Harald Condé-Piquer d'ECOV et nous avons le plaisir de mener ce webinaire à deux voix avec celle du CEREMA, à qui je donnerai la parole dans un instant. Ce webinaire se tient dans le contexte de l'annonce récente du plan national pour le covoiturage du quotidien par le gouvernement, plan qui va donner aux collectivités les moyens de financer des projets ambitieux de covoiturage. Et donc Jérôme Charrier et Honoré Roulant du CEREMA nous présenteront ce plan, les opportunités, les impacts pour les politiques publiques locales. Par la suite, Jean-Baptiste Ray, qui est directeur de la stratégie chez ECOV, vous présentera le guide que nous avons publié avec le soutien du CEREMA et de l'ADEME et qui est intitulé « Agir à l'échelle régionale pour le développement du covoiturage ». En deux mots, ECOV, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous opérons des lignes de covoiturage pour les collectivités locales. Nous avons aussi un bureau d'études qui accompagne les collectivités dans leur stratégie covoiturage. À travers nos projets, nous avons constaté qu'il subsistait un flou important sur le qui fait quoi et quand et avec quelle ambition sur le covoiturage, avec un besoin de clarification, notamment sur l'articulation entre l'échelon régional et celui des AOM locales, d'où la publication de ce guide qui propose un inventaire des leviers à la disposition des collectivités et apporte une contribution sur les modèles de gouvernance possibles. Dans un contexte où l'augmentation du taux d'occupation des voitures via le covoiturage est désormais bien comprise comme un levier essentiel des politiques publiques de transition écologique, ce webinaire adresse deux sujets complémentaires, celui du financement et celui de la gouvernance. Donc, nous remercions chaleureusement le CEREMA pour avoir accepté notre invitation à ce webinaire, CEREMA qui va lancer les hostilités. N'hésitez pas à réagir et poser vos questions via le chat. Je les relayerai aux intervenants à la fin de leur présentation respective. On aura également un temps à la fin du webinaire. Et donc, à vous la parole, Jérôme et Honoré, pour vous présenter, passer vos diapos et donc enchaîner sur votre présentation. Merci beaucoup Hérald pour cette invitation. Effectivement, on est très content de la dynamique qui a lieu aujourd'hui autour du covoiturage et donc on est très heureux de pouvoir porter ce webinaire aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par une très brève présentation du CEREMA pour que vous sachiez d'où on s'exprime et quel est notre rôle dans le système. Et je passerai tout de suite la parole ensuite à Honoré Roulant qui est plus expert sur les questions de covoiturage. Donc, le CEREMA, c'est un établissement public qui est au service à la fois des collectivités locales et de l'État. Donc, vous voyez sur la petite carte à gauche où on a des implantations un petit peu partout en France et y compris à l'outre-mer. Et on a environ 330, un peu plus d'agents qui travaillent sur le sujet mobilité, donc sur toutes les mobilités, hein, pas uniquement le covoiturage, mais sur l'ensemble des mobilités. Et donc, nos missions au quotidien, c'est à la fois dans une mission nationale de produire des guides, des méthodes qui vont être utiles et utilisées à la fois par les acteurs publics, mais aussi les acteurs économiques. Au niveau local, notre mission, c'est d'appuyer les collectivités territoriales et depuis peu de temps, nous sommes en quasi-régie avec les collectivités, ce qui veut dire qu'elles peuvent faire appel à nous finalement comme elles feraient appel à leurs propres services. Et on a aussi une mission de recherche et développement. Alors, si on peut passer à la diapo d'après, donc on accompagne la question du covoiturage depuis de nombreuses années maintenant et on essaye de le faire à travers des compétences assez transversales pour adresser à la fois les questions de services, d'infrastructures, de gouvernance. Et en particulier, vous voyez sur la colonne de gauche, on a produit un certain nombre de références et de référentiels, de méthodologies sur les voies réservées au covoiturage sur le réseau autoroutier notamment. Et on participe aussi à l'homologation, au test des systèmes caméras qui permettent de contrôler l'utilisation de ces voies réservées. On participe aussi beaucoup aux réflexions autour des stratégies territoriales de covoiturage. Donc là aussi, en essayant de partir déjà d'une connaissance des territoires, de connaître les flux pour aussi évaluer le potentiel de développement du covoiturage et ensuite définir des priorités d'action territoriales. Et c'est à ces titres-là qu'on était vraiment
très heureux de participer à ce guide qui a été réalisé avec ECOV sur les stratégies régionales de covoiturage, mais on pense que c'est un sujet qui est vraiment clé, à la fois à l'échelle régionale, mais aussi à une échelle parfois plus locale. Donc c'est vraiment un sujet auquel on tient beaucoup, et c'est pour ça qu'on est heureux d'être là aujourd'hui. Et le dernier axe de travail, c'est celui sur la mise en place de services dédiés au covoiturage, que ce soit des lignes de covoiturage, des aires de covoiturage, mais aussi l'animation qu'il peut y avoir autour, ou alors les services aussi numériques qui permettent la mise en relation. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller voir sur notre site. On a un dossier vraiment spécifique sur toutes nos productions en lien avec le covoiturage. Et je passe tout de suite la parole à Honoré Roulant qui va vous présenter plus en détail le plan national. Merci Jérôme. Effectivement, donc le covoiturage, pour replacer un petit peu dans le contexte, il y a quand même une forte dynamique ces dernières années, notamment avec la loi d'orientation des mobilités qui a remis un peu le covoiturage au cœur des politiques publiques de transport, en permettant notamment les fameux dispositifs incitatifs que j'évoquerai rapidement, puisque ça fait partie de ce plan national. Donc, si vous intéressez au covoiturage, vous avez sans doute dû voir l'actualité. Donc, le 13 décembre, là, le lancement du plan national covoiturage du quotidien 2023-2027, donc qui est quand même dans le prolongement d'un premier plan covoiturage qui avait été initié en 2019. Donc, il a été annoncé par les deux ministres, Christophe Béchu et Clément Beaune, donc à la fois transition écologique et ministère des Transports. L'objectif est donc de tripler la part modale du covoiturage en passant de 900 000 trajets par jour à 3 millions de trajets par jour, 3 millions de trajets covoiturés. Et pour ça, donc le gouvernement souhaite déployer 14 mesures, dont 3 mesures phares prévoyant 150 millions d'euros sur l'année 2023 que je vais détailler par la suite. Voilà, toutes les informations que je vais évoquer sur le plan sont bien sûr disponibles sur le site internet, donc écologie.gouv/covoiturage. Voilà, le ministère a également publié un dossier de presse sur lequel vous pourrez consulter l'ensemble des 14 mesures. Je reviens sur les 3 principales mesures. La première étant, qui concerne en premier titre les collectivités, qui est la mobilisation du fonds vert à hauteur de 50 millions d'euros en 2023. Donc, ce fonds, il est destiné uniquement aux collectivités et il va être disponible sous forme d'un guichet. Donc, il n'y aura pas de contraintes, on va dire, temporelles qu'on peut avoir lorsque c'est sous forme d'un appel à projet ou quelque chose comme ça. Donc là, les collectivités auront un minimum de temps pour se préparer. Les projets éligibles, donc ça embrasse un large panel de projets, donc des études de conception, notamment de schémas directeurs. Donc, on peut penser notamment à des schémas directeurs d'aires de covoiturage, des études pré-opérationnelles à la mise en place d'infrastructures, des travaux d'infrastructure, notamment de l'équipement dédié au covoiturage ou la réalisation de lignes de covoiturage. Les lignes de covoiturage sont explicitement mentionnées dans le plan. Sur les travaux d'infrastructure, on peut également mentionner les travaux sur les voies réservées. Sont pris en charge également les frais de fonctionnement des lignes de covoiturage, des outils et des actions d'animation locales pour encourager la pratique du covoiturage et les incitations financières à la pratique du covoiturage. J'y reviendrai parce qu'en fait, c'est un petit peu, il y a une légère subtilité, c'est que donc le plan, il y a une mesure qui concerne le fonds vert et une autre qui concerne les dispositifs d'incitation financière. En réalité, ces dispositifs d'incitation financière passent par le fonds vert, mais ont un budget dédié. Donc voilà, l'instruction des dossiers sera faite par les préfets de département. Et puis, vous pourrez retrouver un petit peu plus d'informations, notamment sur la composition des dossiers, les modalités de dépôt des dossiers, sur la plateforme Aide Territoire. J'ai remis un lien dans la diapo. Et je rajoute que le dépôt des dossiers se fera sur la plateforme Démarche simplifiée. Voilà, ce n'est pas la première fois que cette plateforme est utilisée dans le cadre d'une mobilisation d'un fonds du ministère. Donc ça, c'était pour la première mesure.
Une autre mesure phare, donc c'est le soutien aux covoitureurs en complément des collectivités sur le principe de 1 euro de l'État pour 1 euro de la collectivité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a environ pas loin d'une cinquantaine de dispositifs incitatifs qui se sont mis en œuvre sur le territoire, qui prennent généralement deux formes, c'est-à-dire soit une convention, on va dire, multi-opérateur, où finalement tous les covoitureurs qui passent par un opérateur de covoiturage vont être incités financièrement. Généralement, une tarification assez commune, c'est le conducteur reçoit 2 euros et le trajet est gratuit pour le passager. Donc, il y a un certain nombre de collectivités qui se sont déjà lancées dans cette démarche, donc soit en multi-opérateur, donc avec plusieurs opérateurs, soit avec un unique opérateur. Généralement, c'est le cas lorsque c'est une autorité organisatrice de la mobilité, une métropole par exemple, qui va conventionner avec un opérateur et subventionner tous les trajets réalisés via cet opérateur. Donc le plan national, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, il apporte un financement, hein, puisqu'il va financer à hauteur de 50% le budget alloué par la collectivité. À noter qu'il est possible, si votre collectivité a déjà lancé une campagne de subventionnement du covoiturage, elle est tout de même éligible donc à ce soutien de l'État. C'est pour une durée d'1 an maximum et je précise qu'il y a possibilité de prévoir et de paramétrer un petit peu sa campagne via le registre de preuves de covoiturage, donc le RPC, sur lesquels il est possible d'ajuster votre tarification et de faire des scénarios selon le nombre de trajets qui sera incité sur votre territoire. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, donc la demande pour ce type d'aide passe par le fonds vert et donc la plateforme démarche simplifiée. Donc ça, c'était pour la deuxième mesure phare. Et la troisième mesure phare, mais qui concerne un petit peu moins les collectivités, même si, comme les covoitureurs, comme les collectivités ont pour but de promouvoir quand même le covoiturage, elles sont quand même concernées, c'est la prime de 100 euros pour les primo-conducteurs sur l'année 2023. Donc, pour l'instant, c'est un dispositif qui est en place uniquement pour l'année 2023. Hein. On prévoit a priori, on va dire, à minima une baisse du montant pour les années suivantes. L'idée, c'est de verser aux nouveaux conducteurs, donc aux conducteurs qui s'inscrivent sur une plateforme et qui réalisent un premier trajet. Donc, ils percevront 25 euros pour le premier trajet et donc 75 euros au bout de 10 trajets de covoiturage réalisés dans les 3 mois après le premier trajet. À noter que les primo-conducteurs, y compris qui covoiturent sur une plateforme publique, pourraient être éligibles dans la mesure où les plateformes publiques peuvent contractualiser avec un obligé. Hein. Donc, un obligé, c'est généralement un fournisseur d'énergie qui contractualise et qui verse via le dispositif C2E, CZ. Voilà pour la troisième mesure. Elle n'est quand même pas anodine parce qu'il peut y avoir un véritable effet de levier sur les nouveaux conducteurs et les collectivités sont donc aussi incitées aussi à communiquer sur ce type de dispositif pour massifier la pratique du covoiturage partout. Voilà, ça c'était les trois mesures phares. Je ne vais pas rentrer dans le détail du plan de toute manière puisqu'il est disponible sur Internet, mais ces trois mesures s'inscrivent finalement dans un panel donc, de 14 mesures. Il y aura notamment un grand plan de communication de l'État sur le covoiturage. Il y aura le renforcement de l'Observatoire national du covoiturage, voilà, avec des nouveaux développements, des nouvelles données disponibles sur le site de l'Observatoire. Il y aura également la mise en place d'un comité ministériel de suivi du plan qui aura pour objectif d'évaluer un petit peu les mesures qui ont été mises en œuvre et leur impact sur la pratique du covoiturage. Voilà, je voulais finir par quand même parler un petit peu de notre intervention du CEREMA et du lien qu'il peut y avoir aussi avec le guide qui va vous être présenté aujourd'hui par ECOV. Donc nous, au CEREMA, évidemment, notre premier rôle, ça va être d'appuyer les collectivités dans l'émergence et le montage de projets. Voilà, on a 50 millions d'euros du fonds vert sur l'année 2023 et l'idée, c'est d'inscrire ces projets dans une véritable stratégie territoriale. Voilà, donc c'est un peu le premier point.
On a pour objectif de mettre en place un dispositif de suivi de la pratique du covoiturage au niveau national, parce qu'on sait aujourd'hui que le covoiturage intermédiaire, donc qui passe par une plateforme, ça représente qu'une faible partie du covoiturage informel notamment, enfin le covoiturage total, on va dire, qui est la somme du covoiturage intermédiaire et du covoiturage informel. Voilà, et le registre de preuves de covoiturage ne recense que le covoiturage intermédiaire. Donc, on a l'objectif d'avoir un suivi de la pratique un peu plus global. Et puis, on va outiller le plan avec des guides et des méthodes nationales sur les sujets clés de la massification du covoiturage. Notamment pour nous, c'est un des sujets clés, c'est les stratégies territoriales et c'est ce qui va être développé un petit peu après. Donc, j'ai rajouté quelques points. Donc, partir d'une connaissance des flux, évaluer le potentiel de développement pour définir les actions à mettre en place. Donc, notamment, voilà, comment on associe les infrastructures, notamment les aires de covoiturage, comment on associe les dispositifs incitatifs, quels services on met en place, une ligne de covoiturage, une plateforme de mise en relation, quelle animation et quelle communication on fait autour du système covoiturage sur notre territoire, comment est-ce qu'on implique les employeurs dans notre politique. Voilà, c'est tous ces sujets qui doivent être réfléchis dans le cadre d'une stratégie territoriale. Et on envisage donc de lancer un appel à partenaires donc en 2023 pour accompagner plusieurs collectivités dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie territoriale qui est pour nous vraiment un point clé pour de la massification du covoiturage sur un territoire. On a prévu également des guides et méthodes sur les infrastructures et services associés. Donc, on a déjà, le CEREMA a déjà travaillé sur les voies réservées au covoiturage et on envisage d'étendre un petit peu les guides qui ont été publiés, notamment pour les voies réservées hors réseau autoroutier et sur les lignes de covoiturage, bien sûr. Et une partie plutôt évaluation, avec évaluation de la pratique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais aussi évaluation socio-économique, notamment sur l'argent investi dans la politique publique. Pourquoi pas faire des comparaisons avec l'argent public investi dans les transports en commun. Voilà un petit peu les pistes d'accompagnement du CEREMA. Bien sûr, on diffuse, on sensibilise, on anime un écosystème d'acteurs à l'échelle nationale. C'est le cas notamment via la plateforme France Mobilité, sur lesquelles vous retrouverez un certain nombre également de nos publications et que vous pouvez solliciter pour des questions sur le covoiturage ou sur d'autres sujets, bien sûr. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Harald. Merci Honoré, merci Jérôme. Il n'y a pas encore de questions dans le chat, donc si vous en avez, n'hésitez pas maintenant pour cette première intervention. Alors, une première question, y aura-t-il un recueil d'informations pour savoir quelle collectivité a engagé un partenariat avec quelle application ? Alors aujourd'hui, vous avez pour ce qui est en tout cas des dispositifs incitatifs, si vous allez sur la page du plan national covoiturage, vous avez un recensement qui existe déjà. Vous avez une carte en fait où vous avez l'ensemble des territoires qui ont mis en place un dispositif d'incitation financière. Donc cette carte a été élaborée sur la base des données des opérateurs de covoiturage qui ont conventionné. Donc vous avez aujourd'hui entre 40 et 50 territoires, me semble-t-il. Vous avez les régions notamment qui ont ce type de convention multi-opérateurs, mais vous avez surtout et très majoritairement des AOM locales qui met en place ce type de dispositif. Mais voilà, il y a déjà une carte qui est existante et je pense que à l'avenir, cette carte sera plutôt vocation à apparaître sur l'Observatoire national du covoiturage. Et donc, on y travaille pour vraiment faire apparaître de façon assez exhaustive les conventions et pourquoi pas les tarifications qui sont appliquées, des choses comme ça, puisque ce sont des données qui devront à terme être remontées via le registre de preuves de covoiturage jusqu'à l'Observatoire national. Merci pour cette réponse. On a deux autres questions que je relais. Est-ce que vous pourriez préciser l'éligibilité des plateformes publiques par contractualisation avec un obligé? Est-ce que des plateformes régionales, exemple Movici, ou locales, comme en Covoit de Grand Lyon, vont être éligibles? Oui, ça rentre tout à fait dans les plateformes publiques. Donc, a priori, elles peuvent bien contractualiser avec un obligé pour que les primo-conducteurs qui utilisent ces plateformes puissent percevoir cette prime.
Parfait. Et donc, on a une question complémentaire. Est-ce qu'une commune, et je crois qu'il a été précisé ensuite, est-ce qu'une interco, par ailleurs, peut bénéficier d'un accompagnement indépendamment de la démarche menée par son interco? Voilà. Est-ce qu'une commune peut bénéficier d'un accompagnement indépendamment de la démarche menée par l'interco? Je ne sais pas si Jérôme, tu voudrais répondre. Je ne sais pas quel type d'accompagnement est-ce qu'il est envisagé. En tout cas, la compétence covoiturage voilà, et relève de l'AOM. Bon, il peut y avoir des articulations, bien sûr, avec la commune sur des sujets notamment voirie et stationnement. Je ne sais pas quel accompagnement voilà, est envisagé, mais voilà, je peux difficilement répondre à cette question. Peut-être pour compléter, chaque entité a à se poser la question quelles sont les formes de covoiturage et pourquoi est-ce que le covoiturage serait utile pour moi. Et donc, une commune peut légitimement se poser la question, une interco peut se poser la question et une région peut se poser la question, même une entreprise peut se poser la question. Maintenant, après, c'est les interco, les AOM qui ont la compétence mobilité et du coup, a priori, la commune, le premier élément, ce serait de solliciter son interco pour mettre en place une démarche et une réflexion. Mais la commune peut également faire remonter ses propres besoins. Et alors, une question très directement liée, comment ça se passe pour une collectivité qui n'a pas la compétence mobilité? Donc, par exemple, si c'est la région qui est l'AOM et pas l'échelon intercommunal. C'est tout l'intérêt, je pense, de ces stratégies territoriales à une échelle large, c'est-à-dire que les AOM, elles doivent travailler aussi avec les autres collectivités qui ont des compétences. Si un EPCI n'est pas AOM, pour autant, il a des compétences autres, voilà, sur le cadre de vie, sur, je sais pas, enfin, sur différents types de compétences, sur l'environnement. Et dans tous les cas, avec la loi d'orientation des mobilités, les régions doivent organiser des bassins de mobilité qui sont vraiment définis en fonction des déplacements réels, hein, c'est-à-dire par exemple une métropole avec les collectivités qui sont autour. Et à l'intérieur de ce bassin, il doit y avoir une vraie concertation sur les questions qui se posent, les enjeux, etc. Et donc, dans cette concertation, qu'on l'on soit AOM ou pas, on est associé. Donc, un EPCI qui n'est pas AOM est partie intégrante d'un bassin de mobilité qui doit être animé par la région. Et donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. C'est pas complètement opérationnel aujourd'hui, c'est même pas, enfin, c'est vraiment en train de se mettre en place. Mais à l'avenir, un EPCI qui n'est pas AOM a toute sa voix au sein du bassin de mobilité pour faire valoir les enjeux qui sont les siens. Et par ailleurs, elle est en lien direct avec la région, si c'est la région qui est AOM locale pour son compte. Donc, il y a aussi des échanges directs entre le PCI et la région sur la compétence AOM exercée par la région. Peut-être en complément, juste pour préciser, effectivement, une collectivité qui n'est pas AOM peut soumettre à la région un service, un objet covoiturage, et la région, c'est la région qui va décider, hein, mais peut sous-déléguer, redéléguer une solution particulière, une action particulière ou une sous-compétence, par exemple une action covoiturage, à l'EPCI correspondante. Mais cette sous-délégation, elle est liée à une convention qui définit l'objet précisément, la durée et le budget associé. Merci pour ces retours. Je continue parce qu'il y a d'autres questions et peut-être qu'après, on pourra garder les suivantes pour la fin du webinaire. Et notamment, la deuxième partie concerne ces questions de gouvernance. Alors, une remarque, quand l'AOM est une métropole, les petites communes bénéficient rarement des grands projets lancés à cette échelle. C'est tout l'enjeu de la solidarité territoriale qui se pose particulièrement avec la mise en place des ZFE. Effectivement, on a quand même des métropoles qui avancent sur le sujet. Autre question, à quelle date va être lancé l'appel à partenaires pour accompagner plusieurs collectivités et comment les EPCI peuvent-ils candidater? Quelle plateforme, dossier? Est-ce que cela se cumule avec une aide fonds vert? Alors, peut-être sur les deux types de questions, enfin, il y a toujours finalement la question entre une commune qui n'est pas compétente vis-à-vis d'une métropole qui elle l'est ou d'un EPCI qui n'est pas compétent mais dont la compétence est exercée par
la région au-dessus. Je pense que vraiment la réponse, comme l'a dit Jean-Baptiste, hein, c'est à chaque niveau, on se pose les questions de ce qu'on peut faire et on discute avec l'échelon qui lui-même est compétent pour entraîner une dynamique. Si vous êtes EPCI et que vous n'avez pas la compétence même parce que c'est la région, bah, c'est le meilleur moyen d'aller voir la région et de lui dire, bah, moi, j'aimerais qu'il se passe des choses sur mon territoire et qu'est-ce qu'on fait en tant que politique régionale, qu'est-ce que vous déléguez à l'échelon EPCI, etc. Et finalement, entre une commune et un EPCI métropole, bah, c'est un petit peu la même stratégie qui doit falloir adopter. Et après, alors à quelle date va être lancé l'appel à partenaires? Pour l'instant, on n'a rien fixé, hein. On est vraiment au début des réflexions, mais ce sera lancé assez rapidement pour entraîner, pour participer à la dynamique d'entraînement du plan national covoiturage. Donc voilà, premier ou deuxième trimestre, sans doute plutôt deuxième trimestre 2023, quelque chose comme ça. Mais donc on est pour l'instant encore en cours de réflexion. Donc c'était voilà un petit teasing, mais il faut qu'on avance un petit peu. Et quoi qu'il en soit, oui, ce sera cumulable avec les aides du Fonds vert, hein, ce serait en tout cas éligible aux aides du Fonds vert et avec une contribution du CEREMA également. Mais on vous en dira un peu plus quand on aura un peu mieux défini l'objet. D'accord, très bien, c'est noté. Et une dernière question, remarque et question, avant de passer à la présentation de Jean-Baptiste. Sur un ton un peu ironique, comment faire quand ça traîne niveau bassin de mobilité du coup, parce qu'à attendre notre AOM, le plan national de covoiturage sera terminé. Blague à part, est-ce qu'en tant que PCI, on peut quand même faire un appel d'offres pour un partenariat avec un opérateur de covoiturage régulier? Je ne sais pas, après je laisserai peut-être Honoré Jean-Baptiste compléter, mais je pense que c'est vraiment ces stratégies, c'est-à-dire si vous n'avez pas la compétence, sans attendre le contrat opérationnel, c'est d'aller voir la région qui, elle, a la compétence et de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous dans un premier temps. Et même si on ne passe pas par le contrat opérationnel, il y a quand même des échanges bilatéraux entre votre PCI et la région, et donc la région doit exercer sa compétence au niveau local. Donc, voilà. Et après, en fonction de cette discussion, il faut voir ce que la région est capable de vous déléguer et vous autorise à faire localement. Merci. Et avant de donner la parole à Jean-Baptiste, je complète rapidement. Nous, c'est ce qu'on observe chez ECOV, c'est qu'il est quand même rare qu'un EPCI compétent ou non, qui ait envie de lancer un projet, se voit vraiment dans les faits bloqué ou freiné par la région. On est en plus souvent dans un temps de mise en place des gouvernances locales. Donc, il est rare qu'il y ait des freins pour les collectivités qui souhaitent avancer. Jean-Baptiste, à toi la parole sur cette deuxième partie qui concerne une présentation synthétique du guide que nous avons publié ECOV avec le soutien du CEREMA et de l'ADEME sur l'action à l'échelon régional pour développer le covoiturage. Eh bien, c'est parti, et je vous propose de commencer avec quelques constats et enjeux. Récemment, il y a eu un changement institutionnel assez fort sur la mobilité avec la loi d'orientation des mobilités, mais même si ça a clarifié les choses en bonne partie sur les périmètres, les territoires et les compétences, il y a un flou qui persiste dans le domaine des nouvelles mobilités et en particulier sur le covoiturage, ce qui peut expliquer une certaine inertie. L'inertie, d'après nous, elle vient aussi d'une croyance persistante sur le fait qu'il pourrait y avoir un modèle économique autonome, que les opérateurs privés de covoiturage pourraient finalement se charger d'opérer le covoiturage sans financement public. Et en fait, ça, c'est faux. Et d'où ça vient? Il nous semble que c'est cet article de loi qui stipule, c'était dans la LOM, je crois, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation des offres privées, les AOM peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage. Et en fait, cette phrase a un peu induit l'idée que les autorités organisatrices des mobilités n'étaient finalement presque pas légitimes à se saisir du sujet du covoiturage. Et il nous semble que ça perdure encore un petit peu. Pourtant, ce que je disais, il n'y a pas de modèle économique autonome sur le covoiturage de courte distance, et maintenant tous les acteurs sont d'accord pour l'affirmer. Et il y a une vraie différence entre la longue distance et la courte distance. Que ce soit pour les transports collectifs ou le covoiturage, sur la longue distance,
les opérateurs réussissent à financer le service par les recettes usagées. BlaBlaCar prélève une commission sur chaque trajet. Les services de cars librement organisés, qui s'appelaient les cars Macron à l'époque, prélèvent des tickets et se financent sur ces recettes billettiques et usagées. Sur la courte distance, sur les déplacements du quotidien, ce n'est pas du tout la même chose. Même sur les réseaux de bus, on voit que les recettes, les abonnements et les tickets unités ou autres couvrent à peu près 20 à 30% des coûts globaux des services. Donc, il y a un subventionnement massif, de l'ordre de 70% des coûts d'exploitation pour le quotidien. Mais c'est la même chose pour le covoiturage du quotidien. Les opérateurs de covoiturage ne peuvent pas prélever une commission aussi importante sur des petits trajets que sur la longue distance pour des petits trajets. Et d'ailleurs, si il y avait une commission qui était prélevée, les équipages qui sont formés, je me rends compte sur une plateforme, j'ai formé un équipage et tous les jours je covoiture ensemble. S'il y avait une commission qui était prélevée, je pourrais sortir de la plateforme et continuer à covoiturer en dehors des plateformes. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Donc, les opérateurs privés ne peuvent pas seuls opérer le covoiturage du quotidien de manière autonome. Et en fait, je dirais que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce que ça oblige les collectivités à se poser la question de ce mode, le covoiturage. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse dans mon écosystème mobilité? Quels sont les besoins de mobilité non satisfaits par les modes que j'ai aujourd'hui sur mon territoire et lesquels de ces besoins je veux attribuer au covoiturage? Donc, j'ai une stratégie globale, je définis mes objectifs et je vais passer un marché avec un opérateur de covoiturage, ECOV, mais il en existe d'autres, pour aller opérer, mettre en œuvre la politique de covoiturage que j'ai définie. Et donc, du coup, en contrepartie d'un contrat, d'un marché, du fait que collectivité, je paye un opérateur pour opérer le système, eh bien, en contrepartie, il y a des exigences aussi. L'opérateur, à la fin du marché, va devoir me remettre la base des usagers, par exemple. Comme ça, mon investissement initial, il est capitalisé dans la durée par la collectivité, et etc. Donc, je vais continuer à l'illustrer dans la présentation, mais pour nous, ça, c'est fondamental de bien comprendre que les opérateurs de covoiturage ne peuvent pas opérer le covoiturage sans les AOM. Alors, j'ai beaucoup parlé d'AOM, autorité organisatrice de la mobilité. Pourquoi est-ce qu'on publie un guide à destination des régions ? Déjà, les régions, elles sont compétentes, c'est elles qui opèrent les TER, les cars interurbains, et en 2021, leur budget était de plus de 11 milliards d'euros sur les transports de manière générale, de l'ordre de 25% de leur budget total. Donc, c'est un poste important, une compétence sur la mobilité et sur les transports qui leur revient. Et donc, du coup, c'est bien à elles de définir, comme à tous les échelons, quel domaine de pertinence est-ce que le covoiturage doit couvrir dans les différents modes de mobilité. La région, elle est ensuite, c'est la LOM qui l'instaure, chef de file des mobilités. Elle coordonne les différentes AOM sur son territoire et notamment quand il y a des services entre plusieurs AOM, c'est elle qui est in fine en responsabilité. Et on l'a vu, certaines EPCI n'ont pas pris la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité. Et donc, certaines régions ont aussi une compétence d'AOM locale sur certaines EPCI. Il n'y a pas une solution qui conviendra à toutes les régions parce qu'il y a des différences institutionnelles. On voit à gauche la carte des EPCI qui ont pris la compétence en bleu-vert et celles qui l'ont laissée à la région en orange. Et on voit qu'il y a des différences assez fortes d'une région à l'autre. Par ailleurs, il y a des différences sur le plan territorial, morphologie territoriale, en termes de densité, en termes de configuration routière. Et certaines solutions qui seront pertinentes dans une configuration donnée ne le seront pas forcément dans une autre. Je voulais juste dire deux mots maintenant de justement ces différentes solutions de covoiturage. Quand on parle du covoiturage du quotidien, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle, nous on distingue deux choses assez différentes. Le covoiturage avec réservation, c'est souvent ce que les gens ont en tête quand on parle de covoiturage. Ils pensent BlaBlaCar sur la longue distance et la forme qui s'en rapproche le plus, c'est le covoiturage sur le quotidien, c'est le covoiturage avec réservation, où passagers comme conducteurs ont organisé leur trajet
en avance, souvent quelques jours en amont au moins, et ils sont engagés le jour du déplacement, matin et soir, sur un rendez-vous en un lieu et un horaire précis pour covoiturer ensemble. L'immense majorité de ce covoiturage, c'est le covoiturage informel qui est fait au sein de la famille, avec des amis, des collègues, pour se rendre au travail ou autre. Et quand on n'a pas connaissance de personnes avec des trajets compatibles, on peut se rendre sur une plateforme de mise en relation qui ont cette utilité de trouver un équipage qui fait le même trajet que moi. Donc, toutes ces formes-là, le covoiturage avec réservation, on entend souvent parler de covoiturage planifié ou de covoiturage rendez-vous. Et de l'autre côté du spectre, on a le covoiturage sans réservation. Donc, on parle de covoiturage en temps réel de temps en temps. En tant que passager, je me rends au bord de la route et c'est là que je vais prendre le premier conducteur qui va dans ma direction. Alors, la forme archaïque de ça, c'est l'autostop, mais je fais ma demande n'importe où, pas forcément très sécurisé, et pour aller n'importe où, et je ne sais pas forcément combien de temps je vais attendre. Donc, il y a plusieurs problématiques à gérer. Une forme qui est un petit peu plus organisée, qui s'appelle notamment l'autostop organisé, où des arrêts en sortie de ville ou de village sont définis pour pratiquer le stop. C'est comme du stop, mais il y a des arrêts physiques qui sont identifiés et souvent aménagés, sécurisés. Et enfin, la forme de covoiturage en ligne que nous, on opère chez Ecov, on se rend à un arrêt physique le long d'une ligne et je sais quelles sont les destinations accessibles depuis cet arrêt physique le long de la ligne. Donc, pour l'usager, c'est une expérience qui ressemble au transport en commun. J'ai un plan de réseau, je sais où je dois aller pour trouver des conducteurs en temps réel et je peux covoiturer en me rendant à l'arrêt à l'heure que je souhaite. Donc, c'est vraiment toutes ces formes-là qui composent le covoiturage du quotidien, à part peut-être l'autostop, mais qui rentre dans la définition officielle du covoiturage d'ailleurs. Et ces formes, et on insiste beaucoup là-dessus, elles sont complémentaires et elles sont à concevoir en fonction des besoins des différents territoires de manière complémentaire. Un des territoires qui a abouti le plus cette stratégie covoiturage, qui a réfléchi en amont et qui l'a mis en œuvre, c'est le syndicat mixte des mobilités de l'aire métropolitaine grenobloise et qui a notamment déployé une marque mobilité, c'est la marque M, déclinée en une marque covoiturage, M-Covoit, et déclinée elle-même en M-Covoit Rendez-vous pour le covoiturage planifié, M-Covoit Ligne Plus pour le covoiturage à haut niveau de service et en ligne, et le covoiturage M-Covoit Pouce pour l'autostop organisé. À Grenoble, l'ensemble de ces formes-là sont aussi intégrées dans le calculateur multimodal et même jusqu'au MAS qui permet une inscription unique et une tarification globale de l'ensemble des formes de mobilité. Aujourd'hui, cette forme qui me semble être la plus aboutie en France et même ailleurs en Europe est plutôt à une échelle métropolitaine, mais c'est parce que c'est là que l'initiative est arrivée. Les régions, maintenant, si on fait un petit peu le tour des régions et des expérimentations qui ont été menées, les régions, elles sont déjà à la manœuvre sur le covoiturage et elles réalisent des choses assez différentes entre elles, des actions autour du covoiturage. Il y en a plusieurs qui ont mis en place des plateformes publiques de covoiturage, certaines avec des possibilités d'animation, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne. Certaines ont soutenu différentes expérimentations pour définir, c'est notamment la région Occitanie, qui a ensuite, à partir de ces expérimentations, défini une stratégie covoiturage qui est formalisée dans un plan régional pour le covoiturage. Et par ailleurs, la Bourgogne-Franche-Comté a réalisé un schéma directeur des aires de covoiturage sur l'ensemble des départements qui constituent la région. Certaines régions ont subventionné les trajets, Pays de la Loire, Île-de-France notamment. D'autres ont intégré le covoiturage dans leur système d'information multimodaux, notamment via Navigo, Île-de-France Mobilité, et Modalis en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, certaines, en cohérence avec leur politique TER, ont dédié certaines places de stationnement dans les gares TER. Donc on voit que selon les régions, il y a eu plus ou moins d'investissements sur le sujet du covoiturage, il y a des expérimentations qui portent sur différentes thématiques. On n'a pas encore ou assez peu de stratégie globale et assumée des régions sur le sujet du covoiturage, mais on commence à avoir pas mal de retours d'expérience.
Et c'est bien l'objet de ce guide, c'est d'essayer de capitaliser ces retours d'expérience et de proposer 15 mesures, 15 actions pour le covoiturage à l'échelle régionale. On les a classées en 4 thématiques d'action: planifier, financer, informer et aménager. Je vous propose de les balayer assez rapidement, puisqu'il y en a 15, mais je vous invite à lire dans le détail le guide avec à peu près une demi-page ou une page sur chacune de ces mesures. Ce qui nous semble être premier, c'est la planification, la stratégie. Et donc, du coup, la première mesure, c'est élaborer un schéma directeur régional du covoiturage qui fixe la stratégie d'intervention sur l'ensemble du système covoiturage. La LOM avait demandé aux AOM d'établir un schéma directeur des aires de covoiturage. Nous, il nous semble que ce n'est pas uniquement les aires de covoiturage qui doivent être coordonnées, mais bien l'ensemble de l'écosystème à construire du covoiturage. Et donc, du coup, les schémas directeurs ne devraient pas être des schémas directeurs d'aires de covoiturage, mais bien des schémas directeurs régionaux du covoiturage. Les régions peuvent créer des cellules régionales de coordination et de concertation dédiées au covoiturage. Elles peuvent accompagner les intercommunalités dans les projets par la mise en place d'ingénierie. Alors, ça peut être de l'ingénierie d'études pour définir les stratégies localement, mais ça peut être aussi de l'ingénierie contractuelle. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes a contractualisé avec un opérateur pour opérer une plateforme de covoiturage régionale et elle met à disposition des EPCI qui la composent cette plateforme, cet outil, via une convention qui est signée entre la région et l'EPCI pour que la politique covoiturage soit menée à l'échelle de l'EPCI ou de l'AOM, mais avec l'outil régional qui a été mutualisé, dont les coûts sont mutualisés et la cohérence d'ensemble avec la politique régionale est déjà établie. Et numéro 4, fixer des objectifs chiffrés. À partir du moment où on a une stratégie, on définit des objectifs et des indicateurs et on est capable de les suivre dans le temps. Deuxième dimension, c'est le financement. Les régions le font souvent, elles soutiennent financièrement ou par des cofinancements en général des dispositifs locaux de covoiturage, que ce soit des aires de covoiturage, des lignes de covoiturage, et donc elles ont des dispositifs ou des guichets, un petit peu comme pour le plan covoiturage, qui permettent aux EPCI de soumettre des demandes. La mesure numéro 6 porte sur les contrats opérationnels de mobilité, donc qui sont contractualisés à l'échelle des bassins de mobilité dont Jérôme Charrier a parlé tout à l'heure. Ça, c'est relativement nouveau encore et c'était l'objet d'une question. Hein, c'est des choses qui mettent du temps à arriver, ces éléments de gouvernance. Nous, on pense que ce sera une bonne échelle pour discuter, mais qu'il ne faut pas nécessairement attendre que ces bassins de mobilité soient constitués et les conventions réalisées pour commencer à agir sur le covoiturage. Donc, voilà, plutôt une mesure prospective et à organiser côté région. Numéro 7, subventionner de manière ciblée les trajets pour progressivement ancrer les habitudes et faire connaître les services. Je voulais m'arrêter aussi, si j'ai encore un petit moment, sur ce point-là. Honoré en a parlé, hein, l'État cofinance des subventions de trajet. Les subventions de trajet sont un des leviers pour faire décoller la pratique de covoiturage. Mais c'est un des leviers. Il faut avoir déjà une stratégie, définir quelles sont les cibles que je veux viser, quelles sont les origines-destinations particulières qui ont un besoin de mobilité non satisfait avec les transports collectifs. Comment est-ce que je fais en sorte, par exemple, pour que les trajets en covoiturage ne viennent pas vider des tramways ou vider des TER. Et donc, du coup, avant de lancer une campagne de subvention massive et indistincte sur toute origine-destination et tout type de distance, on doit se poser la question de quel est mon objectif avec cette campagne. Et notamment, une des recommandations qu'on pousse assez fortement, c'est de limiter les subventions au trajet pour les distances trop faibles, qui ne sont pas des distances très pertinentes pour le covoiturage. À partir du moment où on a moins de 8-10 km à faire, il nous semble que le covoiturage n'est pas la meilleure solution et que les subventions accordées au covoiturage sont essentiellement des effets d'aubaine, voire
de la fraude. Et donc, du coup, c'est à traiter avec beaucoup d'attention, en particulier pour ces courtes distances. Et le numéro 8, la mesure numéro 8, c'est mettre un petit peu d'ambition sur le covoiturage en allouant un budget annuel au covoiturage. Alors, on a mis 2%, on aurait pu mettre 1%. L'idée, c'est du budget des régions. L'idée, c'est de dire, même avec un budget qui est marginalement très limité par rapport à l'ensemble du budget des régions sur la mobilité et des AOM, on aurait des moyens très élevés qui se cumuleraient avec le plan covoiturage pour déployer l'accessibilité dans des zones qu'on ne sait pas desservir avec des bus, puisque les bus ne seraient pas assez remplis dans ces territoires, ni même avec le transport à la demande. Donc, c'est vraiment la complémentarité entre les différents modes qui est visée, et le covoiturage dans son bon domaine de pertinence. Troisième thématique, c'est l'aménagement. Alors, la région n'est pas l'échelon la plus pertinente pour aménager. C'est souvent les départements et les AOM qui sont compétents en termes de voirie. Malgré tout, les régions ont la maîtrise d'ouvrage de certains pôles d'échange multimodaux qui sont des hubs de mobilité et dans lesquels il faut organiser également la présence du covoiturage en intermodalité avec les bus express, les TER, etc. Et malgré tout, la loi 3DS a donné la possibilité aux régions de reprendre une partie du réseau routier national. Et sur ces axes-là, qui sont souvent des axes assez structurants, il y a la possibilité de mener des voies réservées au covoiturage ou des aires de covoiturage. Mais sur cette dimension aménagée, finalement, la région va plutôt œuvrer en coordination des différents acteurs qui ont chacun leurs propres compétences pour aller vers la stratégie covoiturage globale qui est définie par la région. Et enfin, dernière dimension, c'est l'information. Et on va commencer avec la mesure 12 sur la question de l'intégration du covoiturage dans les systèmes d'information multimodaux. Les régions ont en général un calculateur d'itinéraire multimodal qui va surtout intégrer les itinéraires en TER, en bus et en transport à la demande. Certaines l'ont déjà fait et c'est important d'aller intégrer les différentes formes de covoiturage. Aujourd'hui, c'est souvent fait pour le covoiturage planifié, mais assez peu pour les lignes de covoiturage. Certaines le sont déjà, un grand test notamment, et à Grenoble. Enfin, on voit qu'il y a un certain nombre de services de covoiturage. C'est important qu'à l'échelle régionale, la communication soit suffisamment claire pour les usagers sur quel est le bon mode et quelle est la bonne forme de covoiturage pour mon trajet. Donc, il y a un enjeu de communication et de promotion avec, pourquoi pas, la question de la marque. Sous quelle marque est-ce que va être opéré le covoiturage? On a certaines régions, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a choisi de porter une marque, Movici, qui est la marque de covoiturage à l'échelle régionale. Enfin, numéro 14, accompagner les usagers au changement. Cet accompagnement au changement, on demande aux gens de lâcher leur voiture et de covoiturer. C'est quelque chose qui est assez structurel dans les habitudes de déplacement. Et donc, du coup, ça nécessite un accompagnement. La plupart du temps, cet accompagnement, il devra être assez local, au plus près du terrain, au plus près des usagers. Mais les régions peuvent organiser le sujet, et notamment avec la mesure numéro 15, animer une communauté technique qui permet de capitaliser les expériences et monter en compétences et en connaissances sur le sujet. Voilà, j'en arrête là. Peut-être juste pour conclure un objectif et puis après comment on y va. L'objectif, ce serait parvenir en une dizaine d'années à faire entrer le partage des trajets dans les habitudes de mobilité du quotidien. Et pour nous, c'est, comme l'a dit Harald en introduction, c'est essentiel pour le respect des engagements climatiques. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à sauver la planète avec uniquement la technologie. La sobriété, dont fait partie l'augmentation du taux d'occupation, est absolument essentielle, incontournable et urgente. Ça permettra d'étendre l'accessibilité aux territoires peu denses, là où on n'arrive pas à remplir des bus. Et c'est dans une logique de cohérence et d'optimisation globale de l'ensemble des services de mobilité à l'échelle régionale. Donc, comment on y va? Pour nous, on l'a affirmé, on l'a démontré, le covoiturage du quotidien, il doit être piloté par la puissance publique. Et pour nous, il y a 3 piliers. Premier pilier, c'est la stratégie à chaque échelle.
à l'échelle régionale, mais aussi à chacune des sous-échelles, l'AOM, la zone d'emploi, même l'entreprise, se poser la question de qu'est-ce que je veux faire du covoiturage et comment le faire. Deuxième pilier, c'est des outils qui sont mutualisés sous pilotage public, une plateforme de covoiturage planifié, des lignes de covoiturage, un système d'information multimodal, c'est ça, qui a derrière ces outils mutualisés, potentiellement à l'échelle régionale. Si c'est mutualisé à l'échelle régionale, du coup, il y a un coût qui est porté au global et chaque bénéficier de ces services. Dans les outils, on a aussi les outils objets, les aires de covoiturage, les lignes, les arrêts, les voies réservées. Et enfin, un point qui nous semble aussi essentiel, c'est que cette politique, elle doit être mise en œuvre concrètement au quotidien par un opérateur en charge de piloter. Cet opérateur, il a des objectifs, la stratégie a défini quelle est la performance qui est attendue du covoiturage, sur quelles origines destinations est-ce qu'on attend que le covoiturage soit la solution pour les usagers. Et à partir du moment où ça doit être une solution activable et performante, potentiellement, il faut des garanties départ, il faut communiquer, animer, faire du marketing digital, faire en sorte que le covoiturage monte progressivement en charge sur ses origines-destinations. Et ça doit être fait localement. Et au final, je finis ma punchline et je te laisse la parole, Harald. Voilà, le plan national covoiturage, c'est vraiment un moment un peu unique où il y a des moyens qui sont mis sur la table et il faut se mettre en ordre de marche pour en bénéficier, les mettre en œuvre, définir des stratégies et déployer des actions. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci bien. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Jean-Baptiste, mais aussi de nouveau pour Honoré ou Jérôme ou des réactions. On en a deux pendant ton intervention, Jean-Baptiste, qui sont complémentaires. Une première, le covoiturage de courte distance est justement le maillon manquant face à la faible densité de transport en commun. Ça, c'est quand tu disais qu'en dessous d'une certaine distance, le covoiturage n'était pas forcément la solution pertinente. Et en même temps, donc, deuxième réaction. Et à l'inverse, le covoiturage peut détourner les usagers du transport en commun. C'est une dimension à ne pas oublier dans les campagnes de promotion, car il serait par exemple dommage de détourner les usagers actuels et potentiels du train quand la ligne existe pour les mêmes trajets et que l'on sait avoir besoin de justifier leur fréquentation pour éviter la dégradation du service. Et je me permets, je pense que ce que tu mentionnais, Jean-Baptiste, c'est quand on a une offre alternative existante au covoiturage, comme des bons transports en commun, ou potentiels, par exemple avec du vélo qui serait pertinent dans des zones avec moins de TC, là, effectivement, se pose la question de la distance minimale ou d'autres paramétrages de la politique covoiturage, des incitations. Bien sûr, la question se pose différemment selon le type de contexte local. Effectivement, quand je parlais de limiter les subventions de trajet pour des courtes distances, si on réfléchit, il y a différentes formes de covoiturage. Le covoiturage spontané, je me rends à un arrêt et je suis pris par le premier conducteur qui passe. C'est les lignes de covoiturage. Nous, on a des lignes de covoiturage avec certaines origines-destinations qui font 2-5 km. Mais il n'y a pas de contrainte d'organisation amont et de contrainte de rendez-vous pour effectuer le trajet. Donc, du coup, j'arrive à l'arrêt quand je veux et je suis parti potentiellement en 2 à 5 minutes. Donc, même sur un trajet de 3 à 5 km, finalement, le parcours est relativement performant. Et pour le conducteur, il est en route, s'il y a un passager, il le prend, et s'il n'y a pas de passager, il continue sa route. Donc, il n'y a pas de contrainte d'organisation ni de contrainte de rendez-vous. Je disais que sur 2 à 5 km, 5 km à 60 km/h, c'est 5 minutes de temps de trajet. Donc, promouvoir une politique qui va faire du covoiturage planifié avec rendez-vous sur 5 km, c'est je vais potentiellement attendre mon covoitureur 5 minutes pour faire ensuite 5 minutes de trajet. Donc, on n'est pas sur le domaine de pertinence du covoiturage planifié. On peut éventuellement l'être pour de covoiturage spontané et en ligne en particulier, mais encore faut-il que la masse critique soit atteinte et qu'il y ait une capacité d'avoir une ligne à cet endroit-là. Et pour répondre à la question sur la complémentarité entre lignes de transport en commun et covoiturage, c'est une remarque qui est très pertinente. C'est pour ça que nous, chez ECOV, on conçoit les lignes de covoiturage de manière, avec la collectivité, de toute façon, c'est elle qui a la main sur les arrêts et les lignes, de manière à ce qu'elles soient complémentaires
aux lignes de TER, aux lignes de car express et aux lignes de transport en commun globalement. Donc c'est conçu intrinsèquement pour la complémentarité, et je vous rejoins quand vous dites qu'il faut faire attention dans la communication à ne pas vider les TER. On voit que certaines campagnes d'incitation ont amené à faire croître beaucoup le covoiturage en intra-commune, même dans certains cas, sur des origines-destinations qui étaient couvertes par du tramway. Donc du coup, ça incite à apporter des limitations sur les types de déplacements qui vont être soumis à une subvention publique au covoiturage. Donc, on a une réaction qui dit qu'effectivement, l'autostop facilité ou les lignes et le covoiturage régulier via plateforme sont donc super complémentaires. C'est effectivement le cas, hein. C'est ce que l'on porte très fortement auprès des collectivités. Il est 13h58. Alors, Jérôme, Honoré, si vous voulez réagir, on a encore 2 minutes. Et s'il y a des questions complémentaires, on peut encore en prendre au moins une. Non, moi je voudrais juste dire qu'effectivement cette complémentarité elle est vraiment très très importante entre les différents modes et c'est tout l'intérêt et tout l'enjeu de cette stratégie territoriale finalement, hein, c'est de faire en sorte que les différentes politiques mises en œuvre par la même collectivité soient complémentaires, et on a beaucoup de demandes en ce sens, hein, et c'est un vrai sujet sur lequel justement, on a besoin de regarder un peu les trajets, les potentiels, regarder les différentes lignes déjà existantes, etc., pour proposer quelque chose de très complémentaire. Et l'autre objet de complémentarité, j'ai envie de dire, c'est aussi les pôles d'échange. On n'a pas forcément beaucoup parlé de ce sujet-là aujourd'hui, un petit peu, mais du coup, les pôles d'échange, c'est aussi des lieux où on organise le maillon entre, enfin en tout cas le passage entre d'un service à un autre. Et donc, cette stratégie en termes de pôle d'échange, où est-ce qu'on les met, et puis comment on fait en sorte de faire rabattre certains services sur certains de covoiturage ou autres d'ailleurs, hein, sur des pôles d'échange où on va pouvoir prendre le train, par exemple. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut organiser cette complémentarité. Merci pour vos présentations, Jérôme, Honoré et Jean-Baptiste. Merci pour votre participation à toutes et tous. Et on est tous, côté Cerema et COV, à votre disposition pour plus d'échanges. Très belle journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.